intervention post-idée. Juste une fois que tu as non, l'idée, elle peut exister. Ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un pacte marchand, c'est-à-dire j'ai donné 1 euro alors je veux qu'il y ait des ninjas. Mais en plus, il me semble que Kickstarter, on le voit un peu différemment, mais moi j'ai vraiment pas le sentiment qu'en ce moment c'est une machine à transformer les projets qui y sont présentés. C'est plutôt maintenant une machine de consommation, les gens vont consommer différemment que ceux qui peuvent trouver chez Micromania. J'espère que personne... Un chiffre quand même sur Kickstarter, 75% des produits financés, ils ne sont pas tous, ne sont pas livrés à temps et pas livrés du tout. Non, mais c'est pas non plus super pertinent de répondre au fait que c'est intéressant pour produire des médias qu'on ne trouverait pas ailleurs dans la grande distribution et qui sont quand même vachement intéressants sur ces trucs et qu'on peut avoir envie d'encourager sans avoir envie d'influer. La plupart des gens que tu connais qui donnent sur Kickstarter n'incluent pas sur le développement d'un jeu. Il y a une main levée depuis une demi-heure. J'ai juste une remarque par rapport au mode de jeu vidéo. On a beaucoup parlé de Skyrim parce que c'est l'exemple le plus récent de jeu à succès qui a créé beaucoup de modes. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir quels sont les jeux à succès qui sont modés, quels sont les jeux à succès qui ne sont pas modés. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à analyser derrière ça? Moi, j'ai l'exemple justement de Crysis en tête, où un copain qui a beaucoup bossé sur le moteur, quand il était allé voir leur bureau en Allemagne, il a appris qu'en fait, les studios avaient été extrêmement déçus de voir le peu de modes qui avait été fait de Crysis. Et même si le moteur est relativement usité pour d'autres types de jeux et ainsi de suite, c'est quand même un échec au sens commercial au sens commercial. Maintenant, je pense que, moi en tout cas, de ma réflexion de 5 minutes qui commence depuis le début du sujet, je me dis, effectivement, il y a des... c'est comme une œuvre d'art, c'est comme en musique, en littérature ou autre, il y a des œuvres qui nous inspirent, il y a des œuvres qui ne nous inspirent pas. Il y a des jeux qui nous inspirent, il y a des jeux qui ne nous inspirent pas. Il se trouve que Crysis ne nous a pas inspiré pour X ou Y raison. Il se trouve que Half-Life nous a inspiré pour d'autres raisons. Mais peut-être que justement, plutôt que de suivre ta réflexion et de dire en fait mon œuvre est finie à un instant T, c'est-à-dire le moment où ça arrive en distribution et où les gens reçoivent le produit, je veux dire, tu peux pas, tu peux pas demander aux gens de ne pas apprécier un jeu comme tu voudrais qu'il soit apprécié. Tu cites l'exemple du type qui a eu une super expérience avec l'équipe de Sochaux, c'est juste quelqu'un qui a été inspiré par un jeu. Et il a réagi à sa manière à ce jeu-là. Un modeur, lui, il réagit en se disant « Ah bah tiens, mais on peut aussi faire ça avec ce jeu. » C'est juste, voilà, il y a des jeux qui nous inspirent, il y a des jeux qui ne nous inspirent pas, je pense. Et c'est une question très intéressante parce qu'effectivement, ça dépend quand même en grande partie de ce qu'il y a dans le jeu. Et aussi de la communauté ou du type de public qui rencontre et de la longévité aussi du jeu, je pense. Mais on ne se rend peut-être pas forcément compte de à quel point la présence de modes et de certains modes de qualité, etc., ont fait pour la durée de vie de certains jeux. Je pense que, comme ça, je pense aux Sims qui est un jeu qui a une longévité extraordinaire que vous pouvez, que je pense beaucoup de personnes détestent, mais que beaucoup de personnes adorent aussi, et qui le doit en partie à une communauté extrêmement importante de gens qui continuent à créer, qui adorent s'échanger des trucs, etc. Donc ça dépend effectivement beaucoup des formats des jeux et des types de publics aussi qu'ils rencontrent. Je souhaite te répondre. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. Je ne suis pas surpris. Les gens qui fabriquent des modes ne sont pas des créateurs ou des auteurs, ce sont des gens qui jouent, et leur façon de jouer, c'est de créer. C'est comme quelqu'un qui joue à Minecraft, il crée des maisons. Voilà. Je suis désolé d'être hyper caricatural et méchant, et ça ne me plaît pas. Blablabla. Et c'est complètement distinct de l'idée du mec qui joue avec l'équipe de Sochaux. Et j'aimerais reformuler cette idée parce qu'elle est extrêmement importante si vous voulez créer des jeux vidéo, c'est la base du futur à mon avis. C'est qu'il est important de donner aux joueurs, quand vous êtes créateur, les moyens qu'il se raconte ses propres histoires, qu'il fasse son propre jeu, mais il faut que vous donniez... c'est pas une attitude de création ou d'interaction avec l'environnement, il faut qu'il y ait un monde intérieur qui se crée en lui. Je vais donner un autre exemple de jeu, un jeu inconnu qui s'appelle Gladius, un tactical de LucasArts. C'est un jeu vidéo dans lequel on se bat,
Et tous les personnages du jeu vidéo, vous pouvez les embaucher avec vous. Donc, soit ce sont vos ennemis, soit ce sont vos amis. Vous pouvez finir le jeu avec une bande d'amis, recommencer à zéro, et vos amis avec lesquels vous avez tout vécu, tout ça, etc., ils deviennent vos ennemis dans une partie dessus. Vous vivez des choses extraordinaires intérieurement. Et quand vous arrivez à fabriquer des jeux vidéo qui vous font vivre émotionnellement des choses aussi puissantes, et pas intellectuellement, hein, émotionnellement, là, on a gagné. C'est, à mon avis, le Minecraft du futur. C'est ça qui va d'ailleurs, changer les choses. il y a des modes Skyrim qui permettent de faire ça. J'aime bien les jeux qui lâchent par les Je me demande si ce n'est pas la question en fait, du jeu vidéo comme un produit fini où on parle des modes, on parle pourquoi pas des DLC aussi, qui ajoutent aussi mais qui viennent plus de production directement. J'ai en tête l'histoire qu'il y avait eu autour de la fin retirée de Mass Effect 3 et du coup de l'idée qu'on affecte ou non l'histoire comme Fibrotti expliquait que si on touche à l'œuvre qui a été créée, on la modifie, on modifie exactement la motivation qui a fait cette œuvre. Et du coup, je me demande si le jeu, c'est pas quelque chose, le jeu vidéo, c'est pas quelque chose vraiment très unique dans le paysage culturel. On va pas arriver après un film pour dire on va rajouter un bout de film. Bon, il y a la version Director's Cut. Oui, il y a la version Director's Cut. On remonte ces films en permanence. On remonte les films, mais on va pas représenter juste un petit bout en sortant ce petit bout-là du film. Pour les musiques, c'est pareil. Les jeux vidéo, on fait aussi des versions Director's Cut. Resident Evil a fait des versions Director's Cut. Mais j'ai l'impression que le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose de spécial où, avec les mods, avec les DLC, on sort un jeu vidéo et on n'a pas l'impression que le produit est fini, que c'est un produit qui peut être, c'est plutôt un produit qui peut être... En fait, il me semble l'une des particularités du jeu vidéo, c'est que le média qui sert à le lire est le même média que celui qui, enfin le même objet que celui qui sert à le créer. Et du coup, ça crée un rapport effectivement qui n'est pas du tout, je sais pas, par exemple une caméra, tu fais un film avec une caméra mais tu regardes pas le film. Bon, en vidéo on peut regarder, donc bref. Mais globalement, voilà, une machine à écrire ne te permet pas de lire un livre. Le jeu vidéo, à la base, tu as acheté un ordinateur et tu peux faire un jeu, tu peux utiliser un jeu. Je pense que c'est ça ce rapport un peu curieux qu'il y a, et du coup l'envie de faire des modes, du coup, etc. En plus, il y a l'envie de comprendre, parce que à la base du jeu vidéo, il y a aussi... Enfin, moi, quand j'ai abordé le jeu vidéo par l'ordinateur, et du coup, c'était très... je savais pas si j'avais envie de jouer ou envie de faire des jeux au début. Et en plus, quand un jeu plantait, on rentrait dans le jeu. Un jeu en basique, le jeu basique qui plante, et tac, t'es dans le code. Donc du coup, c'est exactement. Donc voilà, Non, un rapport ambivalent. C'est exactement ça, parce que les premiers modes, en fait, comment c'est venu dans le commercial. En fait, les premiers modes, c'est des hacks. Et les équipes de développement, en fait, elles sont aperçues que leur jeu était plus joué avec le hack qu'en fait avec leur version originale qu'ils avaient pondue. Ils ont fait des data disks. Oui, ils ont fait des data disks comme Sorsorian et tout ça qui permettaient même à d'autres développeurs de faire des aventures dans ton propre moteur de jeu. Mais les premiers modes commerciaux, c'est ça, mais tout le monde joue avec des versions hackées de nos jeux où ils ont changé les nazis par des schtroumpfs. Voilà, et d'accord, donc on va donner cette possibilité dans notre prochain jeu aux joueurs de le faire eux-mêmes sans être obligés de hacker notre code. J'ignore si, je connais pas tout le monde du cinéma, j'ignore si le Director's Cut c'est une démarche d'auteur légitime, mais en tout cas, on peut dire sans trop se mouiller que dans le jeu vidéo, c'est vraiment quelque chose de très commercial, DLC. Voilà, tout ce qui est DLC en tout cas. C'est-à-dire, on crée un jeu en disant tiens, ça va être un morceau de DLC. Et surtout quand on voit les DLC qui sortent le premier jour, ou qui ont besoin d'un octet de téléchargement parce qu'ils sont déjà sur le disque. Mais est-ce que tout jeu vidéo est considéré comme étant un produit fini, à être fini? Non, puisque déjà, il y a une chose qui est importante, et c'est que quand tu sors ton jeu vidéo, il ne va pas te confronté à la multitude des PC et des supports, tu vas avoir des bugs, donc tu vas faire sortir des patchs, ça c'est inévitable, donc ton jeu il ne sera pas fini, sauf
s'il a été crowdfundé ou subventionné parce que t'en as plus rien à foutre, ton jeu est vendu. Mais si tu fais du service après-vente, si tu fais du service après-vente, tu es obligé de le suivre pendant un certain moment, et d'ailleurs c'est ça qui va créer une proximité avec les joueurs, qui va montrer que tu es un type sérieux. Donc effectivement un jeu il est rarement fini, et ça dure parfois des années. Moi je suis un petit peu un escroc parce que je suis arrivé en cours de route, donc je ne sais pas si je suis bien par rapport à l'ensemble du débat, mais il y a deux trucs qui m'ont fait un petit peu tiquer. La remarque que vous venez de faire justement sur l'idée que finalement on peut arriver à ces accès au mode uniquement de par la plateforme sur laquelle ils ont été créés, plus ou moins, j'espère que je ne déforme pas l'idée. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je dirais des expériences... on va faire un gros mot, liminaire, c'est-à-dire des constructions momentanées sur des expositions, dans des festivals de jeux, où effectivement il n'y a pas uniquement la seule construction, la seule base, je dirais, vidéographique de code, source et compagnie, mais aussi tout ce qui gravite autour de l'expérience de jeu. Ça c'est juste une remarque, donc en termes de reproductivité et d'expérience. Et l'autre chose qui me faisait un peu tiquer sur l'idée, débat permanent, toujours de produits finis, œuvres d'art. Moi, ça me fait forcément penser à la dimension d'aura, ce qui est apparemment ce que Fibre Tigre a l'air de défendre un peu bec et ongle. Mais est-ce que ça a encore lieu d'être aujourd'hui? Alors, je fais vraiment le candide au sens où, même si on repart sur les grands débats de type Hannah Arendt sur quelles sont les modalités qui vont faire d'une œuvre qu'elle va résister à l'érosion justement et rester dans les mémoires et être conservée, au jour où on est en plein débat sur légitimation du jeu vidéo, quelle va être la grande structure qui va avoir le musée permanent du jeu vidéo, voilà, tous ces genres d'enjeux-là. Moi je me pose la question, est-ce qu'on peut encore avoir ce genre de réflexion à l'heure actuelle? Et même si on se pose la question de l'expérience originale, on la retrouve toujours, c'est-à-dire qu'il y a toujours des gens, on a vu que, je pense que c'est Douglas Alves qui va contredire, que la conservation se fait par des amateurs, des professionnels, des semi-professionnels, enfin on a toujours moyen de, c'est un peu fantasmatique, mais de remonter à la source. Donc voilà, je sais pas, je saisis pas trop l'idée bec et ongle d'expérience originale, d'un produit fini, voilà. Et comment ça s'est croisé dans la notion d'autorat, mais ça j'ai prévu que j'étais un escroc et que j'intervenais à la fin. Voilà. Non, mais je redis ce que j'ai dit, c'est-à-dire que mais c'est un truc complètement subjectif. Il n'y a pas d'autorité qui dit le vrai, qui dit le faux. Et vous pouvez être tous contre cet avis, mais selon moi, il est important de jouer aux jeux comme ils ont été créés, patchés éventuellement par les auteurs, non modés, sur les supports d'origine et idéalement à l'époque où ils ont été créés. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment... On peut faire plusieurs trucs. Oui, non mais... Oralité, tu peux... tu peux te faire une journée, revival... Non mais d'ailleurs c'est même... c'est très important de jouer sur l'émulateur des jeux. Non mais c'est pas ça, mais... Le lendemain tu mets des modes. Non, c'est pas ça, mais oui, on peut toujours... Mais ce que je dénonce, c'est les gens qui disent par exemple, je ne vais pas jouer à GTA 6 demain, parce que dans 2 ans il coûtera 30% moins cher, et ils se privent pour 20 € de vivre quelque chose d'unique. Et ça c'est pour 20 €. C'est trop les amis qui va pas vivre quelque chose d'unique quand le jeu sera à 20 €. Alors, je vais répondre à ça, c'est intéressant. Mais non seulement il le fait pour 20 €, donc c'est pour une raison financière honorable, tout le monde n'a pas 20 €, mais il y a des gens qui le font par militantisme, c'est-à-dire moi je ne joue qu'à des jeux modés. Ils existent ces gens, ils sont partout. Je ne joue qu'à des jeux modés. Tu joues à Morrowind en vanilla, c'est n'importe quoi. Bon. Et tu disais quoi? Quelle est la différence? Non, je dis que tu dénonces le fait qu'une personne va se priver de jouer à un jeu parce qu'il est à 60 € et qu'il va attendre que le jeu soit à 20 €. Et ce que tu dis, c'est que ça prive cette personne d'avoir une expérience unique à ce moment-là. Oui. Mais en quoi la personne n'aura pas une expérience unique 2 ans plus tard? Eh bien, exemple. Alors le contexte aura changé, ça je suis d'accord, ouais. Mais le contexte a déjà changé par rapport au moment où les gens ont commencé à faire le jeu. Oui, mais par exemple, dans GTA 4, tu es Nico Bellic et tu fais un CV comme quoi tu es un immigrant et tu veux être en poste dans un avocat, donc pour pas qu'il y ait de discrimination à l'embauche, tu es reçu par l'avocat et tu peux le tuer. Okay, c'est une mission un peu complexe. Mais il y a un contexte de discrimination à l'embauche
qui était hyper intéressant quand le jeu est sorti, et aujourd'hui il est assimilé, il est moins novateur, et tu peux pas en savourer les choses. Et il y a tout un contexte. Et demain, c'est pas possible de sortir. On est obligé d'être russe pour lire Anna Karenine. Mais bien sûr, mais si on est russe, c'est mieux. Oui, je sais, mais c'est comme ça. Monsieur, vous ne pouvez pas vous transformer en russe. Par contre, jouer à un jeu aujourd'hui, vous pouvez le faire. Mais on peut pas considérer le jeu comme un objet d'étude alors? Mais si, tu peux le faire. Si tu bon, bah alors pourquoi on pourrait pas y jouer maintenant? Si t'as pas joué au jeu à l'époque, autant y jouer maintenant. Mais si tu ne te prives pas de jouer à des jeux maintenant, de l'époque, quand tu le peux, et pas de dire, moi j'ai joué dans 3 ans, parce que dans 3 ans, ce sera, il manquerait une substance. Bah, tu peux le prendre du recul à ce moment-là. Tu peux décider, je ne vais pas jouer à GTA 5 parce qu'il y a des sujets d'actualité dans GTA 5 et que j'ai envie d'y jouer dans 3 ans pour voir avec le recul. Non, tu ne pourras pas, il faut arrêter. Enfin, tu pourras pas. Ok, pardon, désolé, je pourrais pas, c'est vrai. Non, c'est pas ça, excuse-moi. C'est mon avis, je suis désolé, je suis arbitraire. Bah, c'est l'intention d'auteur, là, Moi je suis un foufou, moi je regarde mes films modés en VF. Est-ce que c'est pas le même débat de comparer les VF et les VO? C'est intéressant que tu dis ça parce que si tu dis ça, tous les Parisiens dans la rue vont vouloir t'étrangler. Oui, c'est pour ça. Tous les Parisiens dans la rue seront contre les modes et là par contre tout le monde est pour les modes. Je sais pas, la majorité des gens sont pas mal. Je suis d'accord avec toi. C'est la folie. Moi je voudrais juste faire une remarque parce qu'il y a un truc qui a été abordé. On a parlé d'auteur, mais on n'a pas parlé de droit d'auteur. Et à mon avis, justement, ce qui détermine ça, ce qu'est un autre sujet, on est parti pour 4 heures. C'est le sujet par lequel il fallait commencer. C'est-à-dire, dans une équipe de gens qui créent un jeu, il y a les salariés et il y a les auteurs. Et la différence, c'est que les auteurs touchent des droits d'auteur, donc des pourcentages sur les ventes. Et justement, à mon avis, la guerre qu'il y a eu depuis le début entre les auteurs et l'industrie autour, c'est, au vu en plus des chiffres phénoménaux de vente à laquelle ne s'attendait pas l'industrie en question, justement, c'est, toi, tu n'es pas auteur, toi, tu auras ton salaire et tu n'auras pas des royalties parce que j'ai vendu 5 millions de jeux et voilà, et ça me fait chier de te filer 14%. Enfin, c'est un 14%, c'est pas négocié. Ça me fait chier de te filer 5%. Et à mon avis, c'est vraiment ça la notion d'auteur. C'est la différence entre le salarié et le mec qui touche les royalties. Dernière réponse et on va s'arrêter là. J'aime beaucoup qu'on parle d'argent. C'est intéressant, mais moi je le vois au niveau indépendant. C'est-à-dire que j'ai fait un projet avec un associé. On a fait 400 000 ventes. Alors on a fait 400 000 ventes et on est à 50-50, je suis très content. Et effectivement, il y a des gens qui m'ont dit, moi je te fournis cette prestation et je veux 15 000 € pour le faire. C'est son choix. Et si on s'était planté, on les devrait les 15 000 €. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Il y a une prise de risque, alors pas pour les AAA, mais dans la création indépendante, il y a une prise de risque réelle qui fait que pendant un certain temps, on ne va pas... et c'est là effectivement qu'est l'auteur. Pas bien, machin. Je dis simplement... Voilà, c'est un truc qui peut différencier l'auteur du reste de l'équipe, on va dire. Et en tout cas pour les grands jeux, c'est rare qu'il y ait des pourcentages d'auteurs. Molineux a des royalties, mais et justement, c'est la guerre qu'il y a eu. Je me souviens par exemple d'Ulrich, Philippe Ulrich, au moment où Virgin a récupéré Cryo. Et lui, justement, il militait chez Virgin parce qu'il s'était dit, voilà, on va être traité comme les artistes de la maison de 10 Virgin. Et bon, c'était la question à l'époque. Les années 90 sont vraiment une période hyper singulière. Et il y avait une scène indépendante. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la nouvelle scène indépendante, c'est ce que dit Charles Cécile en tout cas. Parce qu'il y a une conjonction de choses, Apple Store, crowdfunding, tout ça, etc. Et il y a encore cette possibilité, pendant une faible fenêtre, si vous voulez vous lancer dans le jeu vidéo ou si vous y êtes déjà, de vous associer effectivement aux résultats des jeux vidéo, ça ne durera pas toujours. Voilà. On va s'arrêter là. Merci à tous. Et je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. On a prévu un petit buffet, je vais sortir ça. Merci à tous. Merci Alexandre. Ça va, t'as bien Non, merci Antoine et aux intervenants, à tout le monde. Tu mets un peu, Antoine, tu mets de la musique. Ouais.
Ah ouais? Je vais reprendre la parole juste après avoir éteint la caméra.